Voici la shape et je sais pas comment vous dire mais c'est pas terminé. Et voilà, on y est. Vous avez la plaque qui est là. Et ben nous on est là, complètement à côté de la plaque. Mais radicalement, profondément, viscéralement à côté de la plaque. Que là, ouais j'ai quand même fait une dinguerie. Ah non mais t'as fait une dinguerie de ouf. Mais tu te rends compte Douglas, t'as mangé tous les granolas. Non mais quand je pense qu'il y a des gens qui se font la guerre, qu'il y a des gens qui s'entretuent, qu'il y a de la violence dans le monde, qu'il y a des... Mais toi, là t'as fait un truc, je pense c'est impardonnable. Mais c'est une dinguerie que t'as fait là. Certaines personnes m'appellent et me disent Aïda, moi j'ai un problème, c'est que même si j'ai plus faim, je veux continuer à manger. Je viens de vous donner une piste. Voilà pourquoi. Avec quoi il a un de se shooter? Là il est un de se shooter. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais l'important c'est pas le physique, de toute façon ça veut rien dire si t'as des abdos. C'est faux, c'est du bullshit. C'est du bullshit. On prend cette phrase, on la dépose là sur le côté, on va la voir plus tard. Moins et que tu en subisses les conséquences comme je l'ai fait. La clé, c'est de trouver la zone dans laquelle tu te sens bien. Pour certaines personnes, ce sera 15% de body fat, pour d'autres 12, pour d'autres 20, on est tous différents. À moins que tu prépares une compétition de bodybuilding, je te recommande. Il a rien compris. Il a rien compris. Pourquoi est-ce que toute la vidéo, on se tient les coudes et on se dit il a compris, il a compris, il a compris. Mais il n'a pas compris. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une lente, progressive et insidieuse descente aux enfers. Parti d'un élan vital de motivation, Douglas décide de se lancer dans une transformation physique impressionnante. Il va démarrer une chaîne YouTube sur laquelle il documente toute son aventure, jusqu'à ce que ça tourne mal. Dans cette vidéo, tu vas notamment apprendre les grands risques que tu prends lorsque tu te lances dans une perte de poids. Mais surtout, en utilisant l'exemple de Douglas, je vais te donner la clé pour régler définitivement cette question des kilos en trop. Salut, c'est Aïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture en vous débarrassant de vos compulsions alimentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'analyse et la réaction non pas d'une vidéo mais d'une chaîne et d'un parcours de transformation en entier. Comme d'habitude, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je rappelle que ces vidéos réactions réagissent au contenu qui est proposé de façon publique, c'est-à-dire aux idées et aux concepts qui sont partagés dans la vidéo. Je ne connais pas cet individu, je ne connais pas Douglas individuellement, je ne connais pas cet être humain, et donc aucune des remarques et aucune des choses que je vais dire ici n'est destinée à lui en tant que personne, mais plutôt lui et ce qu'il choisit de partager sur sa chaîne et sur ses vidéos. Je vous rappelle également que si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. J'en profite pour te rappeler qu'il est encore possible de réserver ton bilan personnalisé offert. Concrètement, c'est un appel avec moi sur Zoom durant lequel on va faire le point sur ta situation et te permettre d'avoir un point de vue différent, mais surtout de sortir de tes obsessions alimentaires, de sortir de ce conflit avec ton corps et de retrouver définitivement une relation pacifiée à la nourriture et à ton corps. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire. Je serai également extrêmement curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette transformation et des leçons qu'on en a tirées dans cette vidéo. Par conséquent, je vous invite, après avoir visionné cette vidéo, à me laisser un commentaire en m'expliquant votre point de vue sur la situation et si vous vous êtes reconnu peut-être dans l'histoire de Douglas et dans les pièges dans lesquels il est tombé. Sans plus de transition, on rentre dans le vif du sujet. Nous démarrons avec la toute première vidéo. On va pas la regarder en entier, mais on va regarder quelques extraits pour prendre un petit peu la température. C'est parti. J'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps. Et c'est surtout à cause de... Voilà. Quand t'as beaucoup travaillé.
Certes, sur le moment, j'ai pris du plaisir. Mais à quel prix? Le problème avec tout ça, c'est que, évidemment, c'est cool sur l'instant T de manger des choses grasses et bonnes au goût. Ça sécrète un petit peu de dopamine, ça fait plaisir. Mais sur le long terme, ça m'éloigne complètement de mes objectifs. Et le constat de tout ça, c'est que je n'aime pas mon corps. C'est triste et je pense qu'on est pas mal dans ce cas de figure-là. Et pour moi, il y a deux postures à adopter. La première posture, ça va être de se victimiser, de blâmer la société, qui, disons-le clairement, nous incite à bouffer de la merde. Ou de blâmer la génétique. Je prends du poids assez facilement, mais c'est pas pour autant que c'est irréversible. Je peux complètement agir sur certains facteurs et perdre du poids quand même. C'est un petit peu le but de cette série de vidéos. Là, c'est l'épisode 0, et vous allez me voir me reprendre en main, faire les choses bien, et Il on l'a va dit. voir jusqu'où ça va me mener. Le truc, c'est que Il l'a dit. Me reprendre en main. On y est. Ok, vous savez à quel point cette expression, là, on est lancé dans l'analyse. Et sur ce tout petit extrait de vidéo, on a l'impression que finalement, c'est assez innocent. Mais vous allez voir que, en fait, et j'ai vraiment, vraiment envie de vous rendre attentif à ça par rapport à ces vidéos, mais par rapport à toute l'information en général, une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les hypothèses cachées. Et là, dans ce que l'on vient de voir, il y a tout un tas d'hypothèses cachées. La première hypothèse cachée, c'est l'hypothèse qui n'est pas formulée sous ces mots, mais c'est ce qu'on comprend, hein. C'est l'hypothèse de la gourmandise. Il dit j'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps et c'est parce que c'est à cause de ça, donc à cause de la nourriture. Et on voit des images de nourriture qui est riche en lipides et de nourriture qui est plutôt palatable. Et donc ce qu'il nous explique, c'est voilà, c'est parce que je suis gourmand, parce que j'ai pris trop de plaisir à manger, que j'ai pris du poids. Ça, c'est une première hypothèse. Hypothèse qu'on dépose là. On la dépose là, je vous propose sur le côté. On va la garder pour plus tard et on va la cisailler un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais première hypothèse, j'ai pris du poids parce que je suis gourmand, grosso modo. Deuxième hypothèse, c'est que, en fait, le problème, c'est la nourriture. Le problème, c'est son poids et c'est son corps. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y a un problème avec mon corps et ce qu'il nous dit pour le coup très explicitement, ça n'est pas du tout caché, c'est qu'il n'aime pas son corps. Qu'il y a une forme de détestation de la réalité qu'il expérimente. Et la réalité qu'il expérimente, c'est que son corps a pris la décision de stocker de la masse grasse. Autre élément qu'on dépose sur le côté, qu'on va reprendre plus tard, et on va voir, mais pourquoi est-ce qu'il stocke du gras? Et là, nouvelle hypothèse, qui pour le coup est explicite, je stocke du gras parce que ma génétique, parce que mon métabolisme est lent. Alors, ça on va le prendre tout de suite. Est-ce que notre génétique a un impact sur notre masse grasse? Évidemment, bien sûr. Ça c'est incontestable, c'est factuel. Mais, est-ce que c'est pour cette raison qu'il a stocké cette masse grasse? En réalité, nous le verrons, pas du tout. Ou alors, de manière très très marginale. Finalement, la génétique est extrêmement marginale. La génétique, c'est ce qui nous prédispose. Mais ce qui va faire que les prédispositions vont s'avérer réelles ou pas, c'est ce que l'on fait de ces prédispositions, notre environnement. Et donc ce que les gens vont vous dire généralement, c'est oui, du coup, vous avez des prédispositions à l'obésité, mais si vous devenez obèse, c'est bien de votre faute, c'est parce que vous avez mangé de la malbouffe. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et on va voir plus tard qu'est-ce qui a vraiment amené à développer de la masse grasse. Et surtout, quelle solution il nous propose ici? Il nous propose la solution qu'on nous vend depuis des décennies. Il nous dit, c'est très simple, ce que je vais faire, c'est du sport et de la nourriture. C'est-à-dire consommer moins de calories, déficit calorique, et augmenter la dépense calorique. Sauf qu'il ne sait pas qui il a en face de lui. Qui il a en face de lui? C'est son corps. L'intelligence de son corps, qui, vous allez le voir, va le rattraper, malgré toute cette bonne volonté. Cela dit, très bonne vidéo, très bon montage. je veux voir jusqu'où je peux aller. Je veux exploiter mon potentiel. Faire grandir cette flamme qu'on a tous en nous, qui s'éteint si on ne l'écoute pas. Et qui se transforme en brasier inarrêtable si on ose la nommer. On dit que notre environnement a beaucoup d'impact sur qui on est. Et ça tombe bien, je vais m'installer dans mon nouveau chez moi.
il y a une autre hypothèse qu'on n'a pas explorée, pardon, elle me revient maintenant. Il dit, nous sommes dans une société qui nous encourage à bouffer de la malbouffe. Alors ça, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un monde où la nourriture industrielle, palatable, raffinée, est en abondance. Mais ça, c'est une donnée factuelle. À un moment donné, il va falloir faire la paix avec ça. Ok, on est dans un monde où il y a 8 milliards d'habitants, où finalement, le courant de l'histoire a amené à industrialiser la nourriture comme tout a été industrialisé. Nous ne nous transportons plus à chevaux, nous ne tournons plus les champs avec des bœufs et nous ne nous soignons plus avec des saignées. Le monde a évolué. Et le monde a évolué et la production de la nourriture a évolué également. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Il y a beaucoup de moralistes, les moralistes des temps modernes qui vont venir pour dire mais quelle horreur, qu'est-ce qu'on a fait, blablabla. Ok, très bien, moi ça m'intéresse pas d'être moraliste. Qui suis-je pour me positionner en juge moral de l'histoire de l'humanité et en disant regardez comme notre humanité est à la dérive. Cette posture m'a toujours beaucoup étonné. Puis je me dis mais en fait quel type de posture, d'arrogance peut nous permettre de nous positionner en juge du courant de l'histoire de l'humanité. Bref, je tergiverse, je digresse. Là, ce qu'il nous dit, c'est la société nous encourage à manger de la malbouffe. Non, la malbouffe est abondante, elle est présente. Et pour la qualifier de malbouffe, et on va le voir tout à l'heure, c'est déjà qu'il y a pas mal de choses là derrière. Malbouffe. Comment est-ce que de la bouffe peut être mal? Mais enfin bon, ça c'est des choses qu'on va questionner un petit peu plus tard. En fait, en réalité, moi je crois pas que la société nous encourage à manger de la nourriture palatable. Elle la met à disposition, et paradoxalement, nous vivons dans une société qui est blindée d'injonctions à la minceur, d'injonctions à la beauté. Mais ouvrez votre Instagram. Ouvrez l'onglet découverte de votre Instagram. Il n'y a que des gens minces, il n'y a que des injonctions au bien-être, il n'y a que des injonctions à la joie. Alors il faudrait tout le temps être joyeux, tout le temps pas être stressé, tout le temps être mince, tout le temps faire du sport, et puis être productif, puis être discipliné, puis si vous n'êtes pas discipliné, c'est ça les véritables injonctions. On baigne là-dedans. Et l'échelle de valeur qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est ça. Quand vous avez de l'autodiscipline, quand vous avez de la minceur, ou en tout cas ce qui est perçu comme de l'autodiscipline à la minceur, alors vous êtes valorisé et haut placé dans la hiérarchie sociale. Mais en vérité, ceux qui font preuve d'autodiscipline et de volonté, comme il va essayer de le mettre en place, ça n'amène pas au fait de croître socialement, et parfois même l'opposé. Bon, je crois qu'on en a assez vu pour cette vidéo. Là, donc, début de l'aventure, il quitte le domicile familial et il va s'envoler dans un nouvel environnement. Et pourquoi il dit l'environnement est important? Parce que j'ai eu la même réflexion à l'époque où moi je suis passé par là. Je me reconnais en fait beaucoup dans l'histoire de ce jeune homme. C'est ok, je vais être chez moi. Et puisque je suis chez moi, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui... Et donc j'ai le contrôle de mon environnement. Allez, on va revenir à la chaîne. Et puis moi je vous propose d'avancer un petit peu. Donc là on voit qu'il documente son avancée, ses miniatures, etc. On voit aussi que le nombre de vues augmente au fur et à mesure. Donc il y a des gens qui commencent à le suivre, à regarder. Et sa vidéo, une de ses vidéos les plus vues avant la dernière, l'ultime qu'on va voir tout à l'heure, c'est celle-ci. Ma transformation physique de gros à musclé, qui est publiée il y a 1 mois. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a à peu près 7 mois qui se sont écoulés pour arriver à ses objectifs. C'est parti. 14 avril 2022, le jour où j'étais au plus bas. Mon poids n'avait jamais été aussi haut. J'étais proche de la barre symbolique des 100 kilos et pas celle du développé couché. Au-delà d'un simple chiffre sur la balance, je détestais mon reflet et l'image qu'il me renvoyait. Il me renvoyait à mon... Détestation de mon reflet. Je déteste. Vous vous rendez compte? C'est pas juste ça ne me plaît pas ou j'aimerais bien que ça soit différent. C'est je déteste. Mon échec, parce que par le passé j'avais suivi plusieurs diètes et entraînements, sans succès. Pourtant pendant la crise de 2020, je pars du bon pied. Au lieu de voir la fermeture des salles comme une fatalité, j'ai décidé de me transformer. Dans mon coin, pendant que le monde était en pause. Je me suis entraîné avec les moyens du bord, principalement au poids du corps. J'ai aménagé la cave de mon grand-père pour y mettre du matos. Une chaise romaine pour y faire des dips et des tractions, c'était rudimentaire mais mieux que rien. Quand j'étais chez moi, à défaut d'avoir mieux, je faisais des tractions sur la porte de ma chambre. J'étais motivé, j'enchaînais les séances et je mangeais plutôt bien. J'ai eu des résultats, mais contre toute attente, une fois près du but, je me relâchais. Comme si je m'auto-sabotais avant d'atteindre mon objectif.
contre aucune toute attente. Tout était très attendu. Simplement, pas parler... Ok, en fait, là, vous vous souvenez, on avait posé là de côté, on avait posé l'hypothèse cachée qu'il avait exposée tout à l'heure où il disait « Oui, en fait, j'ai pris du poids parce que j'ai mangé trop d'aliments gras et j'ai été trop gourmand. » Vous voyez, en fait, quand on a toute l'histoire, on comprend que Douglas, depuis des années, va passer par des phases de reprise en main durant lesquelles il va être dans le contrôle et la restriction, c'est exactement ce qu'il nous présente ici, et systématiquement, comme pour tout le monde, qu'est-ce qui finit par se passer? Eh bien, le corps reprend ses droits, c'est-à-dire que pendant les phases de contrôle et de restriction de régime, eh bien, le corps de Douglas se met en mode résistance. Ça veut dire qu'il va diminuer son métabolisme et qu'il va augmenter sa motivation à manger des aliments gras et sucrés. Ce qui est tout à fait naturel, puisque le corps veut se défendre de ce que lui considère comme une potentielle famine. Donc le mental et le corps se mettent en guerre, mais qui finit toujours par gagner? Le corps. Le corps est tout puissant, puisque le corps veut faire que on persévère dans notre être, qu'on continue de vivre, et donc le corps finit par reprendre ses droits, et dès qu'il y a une faiblesse ou un trop plein de contrôle, de restriction, de volonté, alors le corps revient et dit « Ok, t'as fait le malin, tu m'as privé de calories, tu m'as surentraîné, t'inquiète maintenant, je vais te rattraper. » Et qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, il se fait rattraper par son corps. Quel est le problème? Il n'écoute pas son corps. Il ne comprend pas la leçon que lui dit son corps. Ce que son corps lui dit, c'est « Douglas, ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas. Je ne kiffe pas ce que tu es en train de faire là. Ça ne me convient pas. Je n'aime pas. Je me défends. » Et en fait, on ne peut pas se battre contre son propre corps. On finira toujours par perdre. Enfin, le mental finira toujours par perdre contre le corps. Le problème, et là on le voit bien, c'est que Douglas n'a pas compris la leçon et il veut la reprendre. Douglas n'a pas compris la leçon et il veut la reprendre encore une fois et vous allez voir que son corps va lui la donner magistralement. Celui d'avoir un corps esthétique et puissant, et surtout dans lequel je me sente bien. J'avais l'impression que j'en serais jamais capable, que ce n'était qu'un mirage, un hologramme que je pouvais apercevoir, mais que je ne pouvais jamais atteindre. Dès que je me rapprochais de cet objectif, j'arrêtais mes efforts et je retombais dans mes vieux travers. Et voilà, en un claquement de doigts, j'étais reparti dans mes vieux démons. Je suis passé très rapidement de sportif à sédentaire. Et une de mes journées type à cette époque, fumer de la weed et geeker toute la journée. Même pas. Ça a duré bien plus longtemps que prévu. Ok, arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous dit je retombe dans mes travers et donc il tombe dans une période consécutive à du contrôle, de la restriction, de la performance, se reprendre en main, devenir la meilleure version de soi-même, à l'antagoniste. Et c'est quoi l'antagoniste? C'est soit je suis en route vers devenir la meilleure version de soi-même, soit je suis nul, je suis tellement nul, je suis tellement merde. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous êtes à la quête de contrôle, tant que vous êtes à la quête de devenir mieux, meilleur, en voulant devenir mieux, meilleur, en fait, vous êtes en train d'énoncer la vérité que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes nul en fait. À chaque fois que vous voulez devenir meilleur, c'est que pour le moment, vous êtes nul. Et là, en l'occurrence, de quoi il nous parle? Il nous parle de jeux vidéo, weed, et puis porno, sexualité, porno. En fait, qu'est-ce que c'est? Ces outils sont des moyens de s'échapper. Et on dira de s'échapper de quoi? Alors de s'échapper du monde externe, de ses attentes, de ses injonctions, etc. Mais surtout,
de s'échapper de l'enfer qu'il a créé en lui-même. C'est-à-dire que Douglas, par sa détestation de lui-même, par la basse estime qu'il se crée lui-même. Pourquoi il se crée une basse estime? Parce qu'en fait, il crée une version de lui-même idéalisée, fantasmée, qui serait mince, qui serait musclée, qui serait productive, qui serait tout le temps... En fait, il se crée un fantasme qui nous est vendu évidemment par la culture. Il se crée ce fantasme. Et puis, il met ce fantasme en haut et il se compare à ce fantasme de lui-même. Et ça, c'est une manière de s'infliger de la violence et c'est une manière de se détester. Alors qu'en fait, il pourrait très bien se prendre tel qu'il est. Pour se dire, ok, en fait, voilà où j'en suis. Voilà comment je suis dans ma réalité. Est-ce que ça veut dire renoncer à tout changement ou toute mise en action? Non, ça veut dire se prendre... Ok. Mais du coup, il a en train de s'infliger cette violence. Et puisqu'il y a de la violence dans son monde intérieur, alors il s'évade dans des mondes qui sont, eux, plus confortables, où il n'est plus lui, où il est un personnage, où il est autre chose. Et là, on va le voir. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines se sont transformées en mois. Et devinez quel genre de personnage je jouais sur LoL. Des personnages stylés et ultra virils, du style Garen, Gangplank, Jax, Seth. Je pense que inconsciemment ce choix de personnage, il était pas anodin. C'est comme si je compensais mon échec dans la vraie vie à travers le monde virtuel. Les jeux vidéo me donnaient un but simple et clair. Gagner, mais dans le monde réel, j'étais juste un loser en surpoids qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Une fois l'élan de motivation passé... C'est quand même un truc de ouf, non? Qu'on normalise ce type de phrase. Et après, c'est normal. Il est en train de se traiter de loser. Douglas, tu n'étais pas un loser. Tu étais en souffrance. Tu étais en souffrance. Tu étais en souffrance intérieure par rapport à la relation que tu as avec toi-même. Ta relation à tes besoins et à tes limites. Tu étais complètement déconnecté de toi. Tu n'étais pas un loser. En fait, on est exactement dans ce qu'on a vu sur la vidéo avec Paolo, dans de la masculinité toxique. J'étais de retour à la case départ. Au lieu de sortir la tête haute de la période de confinement, j'en suis sorti le moral dans les chaussettes. J'étais extrêmement déçu de moi-même. J'avais été ambitieux, mais cette flamme n'aura duré que quelques mois. Au fil des semaines, je me voyais grossir encore et encore. Je devais trouver un moyen de briser ce cercle vicieux. Tu veux le faire, tu peux. S'agit de changer les cercles vicieux en cercles vertueux. En seconde, je suis un gars plutôt introverti, j'ai mon groupe de potes, on rigole, on s'amuse. Et niveau meuf, c'est zéro. Je côtoie aucune meuf, j'ai pas de discussion, j'ai pas d'amis filles ou quoi que ce soit. Du coup, fin de seconde, je commence la musculation. J'ai des résultats assez rapidement. Je fais pas spécialement attention à mon alimentation, mais je m'entraîne régulièrement, je suis un programme pas trop dégueulasse, même si bon, au début tout le monde fait un peu des trucs bizarres, mais voilà, je m'entraîne bien. Et ce qui se passe, c'est que pendant la transition de la seconde à la première, je vois une différence, mais un truc de fou. Je vois le regard des meufs changer, vous avez pas idée. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Mais l'important c'est pas le physique, de toute façon, ça veut rien dire si t'as des abdos. » C'est faux, c'est du bullshit. Des meufs qui pensaient que j'étais nouveau. Elles pensaient que j'étais même pas dans le lycée avant. Ça faisait 1 an que j'étais dans le lycée, et il y a que mon physique qui avait changé. Le même groupe de potes. C'est du bullshit. Que le physique ne change rien. On prend cette phrase, on la dépose là sur le côté, on va la voir plus tard. Les mêmes hobbies, le même tempérament, c'était vraiment juste le physique. Et ça m'a choqué. Sauf que voilà, vous commencez à connaître l'animal. Une fois que j'ai atteint un physique convenable, je me repose clairement sur mes lauriers. Je passe de 4 entraînements par semaine à 1, 2, puis 0 progressivement. Et c'est extrêmement frustrant. Je vois mon physique qui se dégrade, mais je... Pourquoi est-ce qu'il ne tient pas son entraînement? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'approche de ses objectifs, il lâche la salle? Parce que il va à la salle de sport non pas par amour de son corps, par volonté de le développer, par volonté d'en prendre soin, par volonté de donner l'opportunité à ses muscles, à ses articulations, à ses organes de fonctionner à leur plein potentiel. Il y va parce qu'il se déteste, parce qu'il se voit comme un loser, et qu'il faut absolument qu'il se change, qu'il se transforme. Il doit travailler, il doit souffrir, il doit se sacrifier. Mais qui voudrait aller à la salle pour ça? Mais c'est quoi ça? C'est de l'auto-esclavage. C'est rien d'autre. C'est ça. C'est de l'auto-esclavage. Et au bout d'un moment, il y a une partie de toi qui se révolte et qui dit, c'est quoi? Ta salle de merde, ton sport à la con, je fais plus, j'ai plus envie. Voilà, terminé. Et du coup,
on vient renforcer l'idée de base qui est « je suis un loser ». Continue de rien faire pour changer ça. Depuis mon élan de motivation de 2020, plus de sport, rien, le néant. 2-3 nouveaux problèmes everyday. J'en pouvais plus de me dire que j'allais pas jusqu'au bout, et cette fois-ci c'était la bonne, je voulais pas abandonner. Je voulais voir de quoi j'étais capable, en me concentrant sur la discipline et en oubliant tout l'aspect motivation. Parce que la motivation, bah ça fluctue, ça va, ça vient, alors que la discipline c'est le truc du quotidien. T'as pas envie de faire du sport, tu vas faire du sport. T'as pas envie de faire à manger, tu fais à manger quand même. Et c'est là où j'ai vraiment eu des résultats de fou, j'ai vu toute la différence. Cette fois, c'était la bonne. Je me réinscris en salle de sport, je commence à me former. La discipline, c'est pour les faibles. Cette phrase, c'est un hook que j'avais utilisé, une phrase d'introduction pour un des réels. Et je le pense vraiment, en fait. C'est mal de dire pour les faibles, mais en fait, la discipline, qui est surtout l'autodiscipline, qui est un des trucs qu'on valorise le plus, on le voit comme quelque chose de waouh, de génial, de formidable. Mais en fait, la discipline n'est nécessaire que lorsque l'on est complètement désaligné, loin de soi, dans la négation de la réalité, dans la résistance à la vérité. C'est là que l'autodiscipline est nécessaire. Et est-ce que vous pensez que les gens minces le sont par autodiscipline? Regardez autour de vous. Est-ce que les gens minces le sont par discipline? Les gens minces qui l'ont toujours été, qui le seront toujours, le sont pas par discipline. Et souvent même, ils le sont parce qu'ils n'ont pas de discipline et qu'ils se sont simplement toujours donné l'autorisation de manger ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient et en n'importe quelle quantité. Formé à lire des livres sur la musculation, sur l'alimentation, à regarder beaucoup de vidéos. Je commence même à compter mes calories, à suivre un carnet d'entraînement pour vraiment avoir des données chiffrées et voir ma progression. Mais il y a un petit problème. À cette époque, je vis encore chez ma mère. Et le problème, c'est qu'elle a la main un peu lourde sur l'huile d'olive, si vous voyez ce que je veux dire. Et heureusement pour mon tour de taille, quelques semaines après, je quitte le cocon familial pour enfin arriver dans mon premier chez moi, ici, à Bordeaux. Et là, il n'y a plus d'excuses, j'ai le contrôle sur absolument tout mon environnement. Je peux cuisiner, la salle est à 15 minutes de chez moi, je peux faire mes propres courses. Donc là, vraiment, dans ma tête, c'est ligne droite, objectif, là tu vas pas déconner cette fois de place. Sauf que c'était pas aussi facile que prévu. Je suis sur un plan que je pourrais jamais dessiner. Déjà, à la base de tout, il y avait l'alimentation. C'est vraiment ce qui m'avait fait défaut par le passé, et là je voulais combler ce problème. C'était grâce à elle que j'allais pouvoir sécher, prendre du muscle, bref, tout. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il est en train de mettre l'alimentation, la nourriture à une place qui... En fait, la nourriture a de la place dans notre existence, et sa place, c'est la nourriture. Mais là, il est en train de prendre la place de la nourriture, et il est en train de la répandre dans toutes les autres sphères, un petit peu partout. Et en fait, la nourriture est en train de devenir beaucoup, beaucoup plus que de la nourriture. Il a dit, et il a parlé effectivement de l'aspect contrôle, et en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Et en fait, là, ceux qui l'ont décrire, la ligne droite, je peux faire mes courses, etc., on connaît toutes et tous cette partie. Quand on se dit qu'on va se reprendre en main, on rencontre ce que j'appelle la lune de miel de la minceur, de la motivation et de la reprise en main. Cette lune de miel, c'est cette phase extrêmement excitante, joyeuse, où tout à coup, en fait, c'est comme, vous savez, quelqu'un qui démarre une addiction à l'héroïne, à la cocaïne, ou à une relation, ou à un produit, à quoi que ce soit, au début, il y a une lune de miel. La première fois que vous prenez de la cocaïne ou un truc, c'est genre, waouh, c'est genre, c'est tellement puissant, et c'est tellement beau, et c'est tellement... Et il faut un moment avant que ça chute, et qu'on voit finalement l'horreur de cette addiction. Et là, dans quelle addiction il a... Avec quoi il est en train de se shooter? Là, il est en train de se shooter. Il est en train de se shooter au contrôle. En train de se shooter au contrôle. Et on va voir que cette addiction va l'amener loin. Trop loin. Je m'étais contenté de juste aller à la salle et de manger comme avant, j'aurais été très très loin du résultat que j'espérais. Et on peut vraiment pas compenser une mauvaise alimentation par le sport. C'est trop dur en fait. Manger un Big Tasty, ça prend littéralement 5 minutes et hop, plus 1000 calories. Par contre, brûler 1000 calories, c'est genre 1 heure de corde à sauter. Le rapport est vraiment très désavantageux. J'ai mis en place un déficit calorique pas trop agressif. Ça va certainement en surprendre plus d'un, mais j'ai décidé de prendre mon temps.
Là où tout le monde veut des abdos en 3 semaines, mon super programme pour doubler ses bras en 6 semaines, maigrir sans régime et sans sport avec ma méthode miracle. Le lien est dans la bio. Moi, je savais que c'était pas pour moi. J'avais testé des crash diet où je descendais très bas en calories et souvent derrière ça remontait aussitôt en flèche. Là, ce que je voulais, c'était avoir un bon physique et surtout le maintenir ensuite. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux chiffres, j'ai visé environ 1% de baisse de poids par semaine. Ce qui était bien avec cette méthode, c'est que c'était vraiment lent et j'étais plus ou moins garanti de pas perdre de muscle, voire d'en gagner. Et un autre avantage de cette approche, c'est que bien que la progression soit lente, très lente pour la plupart des gens, j'en suis conscient, j'avais pas une alimentation ultra stricte. Et pour le côté plus cheat meal, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pain. Qui dit pain, dit burger. Vous pouvez m'autoriser des cheat meals un petit peu à droite à gauche, me faire des repas plaisir, et ça n'entravait pas le plan général. Parce que même si sur le jour J... Cheat meal, repas plaisir, ça c'est, on est typiquement dans le vocabulaire du monde du fitness avec la masculinité toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle d'aliments plaisir, de repas plaisir, ça veut dire quoi par rapport aux autres repas? C'est-à-dire qu'il y a des repas qui font du plaisir, qui donnent du plaisir, et d'autres qui quoi? Qui sont dégueulasses, qui sont horribles, qui ne me font pas plaisir. En fait, l'idée est la suivante. Vous savez que pour arrêter de manger, enfin peut-être pas, mais du coup je vais le dire, pour arrêter de manger, on ne s'arrête pas de manger à satiété. On s'arrête de manger à rassasiement. Comment est-ce que l'on atteint le rassasiement? Et qu'est-ce que c'est le rassasiement? Rassasiement, c'est lorsque, sans avoir besoin d'y penser, on dépose couteau et fourchette, et que simplement l'impulsion de manger n'est plus présente. On n'a plus envie, on ne veut plus manger. Et ce rassasiement est atteint comment? 1. Satiété physique, mon estomac est plein et mon corps a obtenu ce dont il avait besoin. Deuxième, satiété sensorielle, c'est-à-dire que par la bouche, par les textures, par les goûts, par les odeurs, mon corps a compris et a eu la diversité de textures, d'odeurs, de goûts dont il avait besoin, donc il est satisfait. C'est pour ça que manger la même chose tout le temps avec la même texture, le même goût, la même odeur, c'est assez peu satisfaisant. Et puis, troisième satiété, c'est la satiété hédonique, la satiété de plaisir. Ça veut dire que pour que mon cerveau me dise « ça y est, tu peux arrêter de manger », il faut que mon cerveau ait capté du plaisir. En fait, quand on nous dit « ah oui, le plaisir par rapport à la nourriture, ça utilise les circuits dopaminergiques et ça veut dire que vous êtes un toxicomane du sucre et de la nourriture ». Non. En fait, ça veut juste dire que notre corps humain est parfaitement intelligent et bien fait et que notre corps humain a appris à récompenser tout ce qui permettait de survivre. Et manger, dans l'échelle de la survie, c'est quand même un truc pas mal. Du coup, c'est plutôt normal que notre cerveau nous récompense par de la dopamine lorsque l'on mange. C'est normal. C'est tout à fait naturel, normal, très bien. Et donc, si notre cerveau n'a pas sa dose de dopamine lorsque l'on mange, alors notre cerveau considère qu'on n'a pas mangé suffisamment ou pas les bonnes choses. Et du coup, il garde l'envie de manger. Même si notre satiété est atteinte, même si notre sensorialité a été récompensée, si nous n'avons pas eu assez de plaisir, pas de rassasiement. Ça explique pourquoi certaines personnes m'appellent et me disent « Haïdar, moi j'ai un problème, c'est que même si j'ai plus faim, je veux continuer à manger. » Je viens de vous donner une piste. Voilà pourquoi. J'étais pas dans mon déficit calorique, j'avais quand même ce côté plaisir qui me faisait tenir sur la longue durée. Et c'est vraiment ça qui a fait la diff. La majorité du temps, je mangeais des produits bruts, peu transformés, sains. En plus, même si je recommençais l'entraînement, il me restait encore une base musculaire correcte. Bien cachée, certes, mais correcte. Et la mémoire musculaire, tout ça, vous connaissez, donc ça m'a vraiment aidé. Je partais pas non plus vraiment de zéro. Et ce qui m'amène à un vrai cheat code pour augmenter son NEAT, je vous présente mon meilleur ami, voire même un peu plus. Mais franchement, le café pour maigrir, c'est incroyable. Déjà, c'est super bon. Ok, après ça, c'est subjectif. Mais ça booste le système immunitaire. Donc, en pré-workout avant un entraînement, c'est excellent. Ça a aussi un effet coupe-faim. Et en boire un petit peu au cours de la journée, ça donne de l'énergie. Donc, indirectement, ça va augmenter le NEAT. Et ça m'a permis de dépenser plus de calories sans forcément m'en rendre compte. Je marchais plus, j'étais plus en train de gesticuler. Et tout ça mis bout à bout, ça a fait une vraie différence. Donc là, il nous parle du café. Et le café, il nous le présente comme un coupe-faim. Vous voyez qu'on rentre dans des trucs qui, là, sont présentés avec une jolie musique, etc. Mais, bon, ok, café coupe-faim. Et puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les mesures de son corps. Et c'est une manière de se réduire. Vous savez, le corps humain, si on prend les mathématiques, si on prend les statistiques, est un miracle.
statistique est un miracle mathématique. Le fait qu'on existe, qu'on soit là, que son corps existe, est un miracle mathématique. Quelque chose dans l'univers qui est magnifique et exceptionnel. Et la complexité, l'intelligence de ce corps est magnifique et exceptionnelle, mais il arrive à le réduire, c'est-à-dire à effacer cette grandeur et cette beauté pour se faire croire et se renvoyer le reflet que son corps c'est un sac de patates. Parce que c'est ça. Moi je veux dire, vous prenez une planche à découper, bon bah vous la mesurez, vous dites là ça va pas, faut qu'on découpe un petit peu plus. Vous prenez un sac de patates, vous pouvez le peser. Vous pouvez dire il y a trop de patates ou il n'y a pas assez de patates. On met plus de patates, on enlève des patates. Ou on fait des frites ou on fait quelque chose. Mais là c'est son corps. Un corps humain qui est réduit à des dimensions. Et ça sert à quoi ça? Bien à évaluer. Et ça c'est ce qui n'est pas dit. Ça c'est ce qui n'est pas dit. C'est que là ce qu'il a à évaluer, c'est son degré d'aimabilité. C'est-à-dire, je suis gros, je joue aux vidéos et je fume des pets, je ne suis pas aimable, je ne suis pas une bonne personne, je suis un gros loser qui ne mérite pas ma propre estime, ma propre valorisation. Et par conséquent, je vais me considérer comme un sac à patates, je vais me mettre des objectifs qu'on ne remettra évidemment jamais en question. Est-ce que le problème ne serait pas ces objectifs, hein? Et une fois qu'il s'est considéré comme un sac à patates, eh bien, il va chercher à transformer ce sac à patates. Et pour ça, il va aller contre ses besoins de faim, de satiété, etc., contre ses besoins de repos, et il va dépasser ses limites. Bah, ça me saute aux yeux direct. Mais comme je me vois tous les jours, je me suis habitué à ça et c'est super dur d'être objectif avec soi-même. Et là où je vois vraiment le changement, c'est plus à travers le regard des autres. Quand des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps me disent « Waouh, mais t'as maigri de fou !» C'est là où je m'en rends vraiment compte. Et aussi, un truc à pas sous-estimer, c'est au niveau du visage. J'avais tendance à avoir des grosses joues un peu gonflées, un peu bouffies. Et franchement, là, au niveau du visage, je suis content, la mâchoire qui ressort un peu plus et tout. Ça fait plaisir. Bref, assez blablaté, maintenant c'est l'heure de vous montrer le résultat. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on this. Yeah, I'ma do it my way. Voilà, au bout d'un an de charbon, il est temps de vous montrer le physique. Voici la shape, et je sais pas comment vous dire, mais c'est pas terminé. Parce que je sens que je peux aller beaucoup plus loin, que ce soit au niveau de la sèche. Donc c'était que le début, je vous prépare un gros projet. Et voilà, on y est. On y est. Et si la plaque, elle est là, vous avez la plaque qui est là, et ben nous on est là, complètement à côté de la plaque. Mais radicalement, profondément, viscéralement à côté de la plaque. Parce que là, il est en train de nous parler de sa transformation physique. Il est en train de nous parler de comment finalement son corps a changé, comment son corps a évolué. Mais en fait, ce qu'il ne semble pas encore avoir compris, c'est que son corps n'a jamais été le problème. Son corps n'est pas le problème. Son alimentation, la nourriture, n'est pas le problème. Le problème, c'est comment il est en relation avec lui-même. C'est comment il se considère lui-même et comment est-ce qu'il considère ses besoins et ses limites. Et là, il dit, vous voyez, est-ce qu'il dégage... moi, j'ai vu son sourire tout au début, vous savez, quand il disait que son problème, c'était de manger, et je le voyais manger, je voyais ce grand sourire joyeux, authentique, spontané qu'il avait. Est-ce que là, il a l'air vraiment épanoui, heureux? Non, il le dit lui-même. Il le dit, en fait, ouais, moi, je remarque pas trop, et tout ça, etc. Mais bon, les autres me le disent. Ok. Ah, génial, c'est formidable que les gens puissent se dire ça. Ça remplit quoi? C'est quoi? C'est la finalité? C'est quoi? Et ensuite, c'est l'idée de... Ben, c'est jamais assez. Regardez son physique. Il le dit, ah ouais, mais de toute façon, c'est que le début. En fait, la minceur, la transformation physique ne se termine jamais, n'a aucune fin. Et vous en voudrez toujours, toujours, toujours plus.
Et que vous soyez à 25% de body fat ou que vous soyez à 3%, et je parle en connaissance de cause, votre détestation de vous, qui est le véritable problème, ne disparaîtra pas avec les kilos. Elle pourra même augmenter. Allez, prochaine vidéo. On avance. Prochaine vidéo, j'ai craqué sur ma diète de sèche. Allez, on va voir. Je viens de craquer à l'instant sur ma diète, là je te fais cette vidéo à chaud juste après coup. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une recette de granola maison. Donc franchement une recette excellente, pas beaucoup d'ingrédients, super simple. Juste avoine, chocolat noir et des fruits à coque. Donc je fais cette recette, je l'ai fait hier en fait, et ce matin c'était mon petit déj. Donc ce matin tranquille, je mange, je vais au taf et tout, ça se passe bien. Et en rentrant du taf j'ai faim, une faim genre incontrôlable. D'habitude j'arrive à me raisonner, j'arrive à avoir la discipline, mais là j'ai complètement craqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fini tous les muesli que j'avais qui restaient. Et il y en avait au moins 250 grammes. Donc ça fait quand même un gros écart. Mais ça m'a fait penser à une leçon que j'ai envie de te partager. C'est en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit d'habitude j'arrive à me raisonner. Quand il parle de la raison, où se trouve la raison dans notre cerveau? La raison de notre cerveau se trouve dans notre lobe frontal. Là. Est-ce que le lobe frontal est la seule partie qui gère la prise de décision? Non! Quelles sont les parties qui gèrent aussi la prise de décision? Eh bien, les zones plus archaïques de notre cerveau, ce qu'on appelle, parce que là, il y a tout un débat, ça existe pas, c'est pas la question, mais ce qu'on appelait, comme vous voulez, le cerveau reptilien, qui va gérer des instincts plus primaires liés aux instincts de survie. Qu'est-ce qui se passe là, quand il dit « je n'ai pas pu me raisonner » En fait, c'est qu'à un moment donné, il a fait le ouf avec son corps pendant toute une période, et là, à un moment donné, son corps dit « ok, on est trop en danger. C'est trop dangereux ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, puisque la partie lobe frontal, en fait le reste du cerveau, il se rend bien compte que la partie raisonnement, elle est complètement conne et qu'elle va en faire n'importe quoi. Du coup, il se dit, tu sais quoi? On te laisse gérer ta journée, mais dès qu'on va arriver le soir, on va, comme anesthésier le lobe frontal, faire disparaître le raisonnement et les zones archaïques du cerveau, les zones animales, vont se réveiller et faire manger le plus de calories en un minimum de temps. Pourquoi? Pour permettre de survivre. C'est un mécanisme naturel, normal de survie. Donc ce qu'on qualifie de crise, « Oh, mais je suis malade parce que je fais des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est vraiment pas normal. Comment est-ce qu'on pourrait me donner des astuces pour gérer mes crises ?» C'est normal, c'est naturel, c'est sain, c'est bon. En fait, c'est juste le corps qui cherche à se réparer. Et c'est l'intelligence du corps et du cerveau qui se mettent en œuvre pour compenser les conneries qu'on est en train de faire avec notre mental. C'est ça qui est en train de se passer. Malheureusement, il y a trop peu de monde qui le disent, qui parlent de cette information, qui répondent de cette information. Et donc, c'est pas du tout compris. Et aussitôt qu'on a terminé la crise, revient le contrôle, la culpabilité, et là on rentre dans le cercle vicieux. Restriction, compulsion, restriction, compulsion. Je suis le premier à prôner le fait de kiffer sa diète, de manger des trucs qui te font plaisir même quand t'es en sèche. Mais il y a une limite à ça dans le sens où si tu manges des trucs qui sont trop bons, tu vas pas pouvoir t'arrêter en fait. Typiquement moi les granolas, les muesli, ce genre de trucs, en termes de goût, j'en mets un bon 9 sur 10. Et 9 sur 10, pour moi, c'est juste trop bon en fait, donc je peux pas m'arrêter. Je pense que là, je vais plutôt passer sur des trucs que je vais estimer genre 7-8, ou genre c'est bon, je kiffe, mais je peux me calmer. Parce que là, ouais, j'ai quand même fait une dinguerie. Hein. Mais au lieu de me victimiser et de me dire que... Ah non mais t'as fait une dinguerie de ouf. Mais tu te rends compte, Douglas? T'as mangé tous les granolas. Non mais... Oh, mais quand je pense qu'il y a des gens qui se font la guerre, qu'il y a des gens qui s'entretuent, qu'il y a de la violence dans le monde, qu'il y a des... Mais toi, là, t'as fait un truc, je pense, c'est impardonnable. Je pense que vraiment, Douglas, tu devrais vraiment... Là, c'est... Oh, mais c'est une dinguerie que t'as fait là. Non, bon, je vais arrêter d'être ironique. Mais vraiment, en fait, là, on est en train de plonger dans l'absurde. Dans l'absurde. C'est découverte de l'absurde. On est dans un sous-marin comme ça, on a les lampes torches qui sont allumées et on découvre l'absurde. L'absurde qu'il a à nous présenter, c'est de nous dire... Le problème, et il le dit, hein, le problème c'est que c'est trop bon. Là non, c'est trop bon. La nourriture est trop bonne et du coup c'est le problème. En fait, le problème pas que la nourriture est trop bonne, le problème c'est que tu t'es tellement mis dans un état de famine que la moindre source de calories devient ultra excitante.
Mais pour quelqu'un qui n'est pas en contrôle ou pas en restriction, moi aujourd'hui tu me ramènes ton plat de granola là, bah, je vais manger un bol, peut-être que je vais manger 2 bols, peut-être que je vais manger un 3e bol, selon ma faim et où j'en suis dans mon rassasiement. Mais il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien d'excitant, il y a pas de, je ne mets pas des notes sur 10 à l'excitation que je ressens par rapport à des aliments, parce que c'est juste un granola. Hey, c'est un granola. C'est tout. A foutu tous mes efforts en l'air ou je sais pas quoi, je vais continuer, on va continuer à aller de l'avant, et puis au final bah, c'était quand même un truc maison, c'était pas trop un truc trop crado, c'était pas un gros cheat meal en vrai, et du coup bah, j'ai tous les nutriments nécessaires pour faire une bonne séance, donc là je pars direct à la salle, et voilà, on continue, la mission bouge pas. Si toi aussi t'as des écarts, bah c'est normal, ça arrive. On est humain, on a des failles, des faiblesses, et l'important c'est juste de continuer d'avancer. J'aurais très bien pu me dire, oh c'est foutu, j'abandonne. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Là j'ai fait un écart, je te le partage parce que je suis 100% transparent avec toi. Je préfère te dire ça que faire genre que je suis parfait, que j'ai aucun défaut et que ma diète je la tiens à la lettre, c'est archi faux. Donc là je viens de faire une connerie, je vais la réparer et on continue d'avancer. Sinon... Oh là 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 là. Est-ce que vous voyez la souffrance? Mais c'est terrible parce que moi je me reconnais dans cette personne, mais tellement, j'étais tellement comme ça quand j'étais dans la diète. Et en fait, cette personne, donc là, ce qui est en train de se passer, c'est une phase de négociation. En fait, il y a une immense souffrance. Il y a une grande culpabilité qu'on lit en arrière-ligne, une grande culpabilité. Et cette violence de t'es vraiment nul, t'es une merde, t'as craqué, t'as mangé le granola, blablabla, blablabla, c'est trop mal, tu vas de nouveau t'éloigner de tes objectifs alors que t'as présenté au monde entier que t'allais réussir et que t'étais trop fort et que t'étais un vrai mec, blablabla. Et il y a ce conflit quoi, il y a ce conflit. Et là, il essaye de négocier avec lui-même, de se dire, allez, non, mais en fait, ça va, bah, c'était quand même, c'était sain, parce que c'était pas la nourriture industrielle, puis en fait, ça va me donner des... Mais quelle horreur d'être comme ça en relation avec toi. Mais c'est une vraie souffrance. C'est vraiment dommage. Bon, je crois qu'on en a vu assez pour cette vidéo. Passons à l'ultime vidéo. Parce que là, on voit qu'il y a une dégringolade. Et qu'est-ce qui se passe après cela? La sombre vérité sur la sèche en musculation. Donc là, on est très très niché sur le thème. C'est la sombre vérité sur la sèche en musculation. Et là, 90 000 vues. Cette vidéo, grand succès. Pourquoi? Est-ce que ça commencerait à parler aux gens qu'il y a peut-être un petit problème? Allez, on va regarder ça. C'est moi, à mon physique le plus sec jamais atteint. C'était à la suite d'une longue période de déficit calorique et je partais de cette base. Oh la vache, le mec. Être aussi sec, c'est évidemment stylé. C'est l'objectif de beaucoup de personnes d'atteindre un niveau de sèche similaire. On est bombardé d'influenceurs fitness qui affichent un physique découpé à l'année et ça peut en motiver certains à essayer de leur ressembler. Mais derrière cette face lumineuse, il y a la partie sombre. Cette partie est bien moins mise en avant sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de t'en parler à travers mon expérience. À la fin de ma vidéo transformation physique, j'ai annoncé ça. Voici la shape et je sais pas comment vous dire mais c'est pas terminé parce que je sens que je peux aller beaucoup plus loin au niveau de la sèche. It was at this moment that he knew. He fucked up. À ce moment-là, j'avais pas encore expérimenté la totalité des choses dont je vais te parler. J'étais naïf et ambitieux et je pensais que je pouvais aller plus loin sans avoir trop d'effets secondaires. Pourtant, j'avais déjà expérimenté quelques effets négatifs et plus j'ai voulu me rapprocher de mon physique idéal, Il y a un point qui est important, c'est, vous vous souvenez, tout à l'heure, il a dit, oui, mais en fait, là, je m'organise pour que ma perte de poids, elle soit extrêmement lente et progressive, parce que dans le passé, j'ai eu des régimes qui étaient trop brutaux, trop violents, et du coup, là, je vais y aller tout doucement, comme ça, ce sera mieux. Et il y a plein de gens qui disent ça, qui disent, oui, non, mais en fait, il n'y a que les régimes trop agressifs et trop violents qui développent des troubles du comportement alimentaire et qui font qu'on reprend du poids après, mais si vous faites les choses tranquillement et que vous prenez votre temps, les fameux rééquilibrages alimentaires, vous verrez, vous allez perdre du poids et ça ne coûtera rien. Ok, bah c'est ce qu'il a mis en place. Est-ce que ça a fonctionné? D'aller doucement, progressivement, dans son déficit calorique. Ils se sont accentués. J'étais fatigué tout le temps et mon enthousiasme habituel pour aller m'entraîner avait été remplacé par 100% de discipline et une bonne dose de caféine pour compenser ce manque de même en m'entraînant régulièrement. Vous vous rappelez la fameuse discipline dont il vantait les vertus et le fameux café qui permettait de couper la faim? La progression était plus au rendez-vous. Plutôt que d'augmenter mes charges, mon objectif c'était devenu de maintenir ma force. Et même ça c'était difficile. Avant, j'assumais mes séances en entier sans trop de difficultés. Mais là, les derniers exercices, les dernières séries,
c'était beaucoup plus dur. Forcément, j'apportais beaucoup moins de nutriments à mon corps. J'étais aussi devenu obsessionnel du contrôle en pesant tous mes aliments au gramme près et les sorties au restaurant étaient juste inimaginables parce que c'était trop compliqué de rentrer ça dans ma diète et de résister à la tentation de me contenter d'un plat léger là où les autres se faisaient plaisir. Donc naturellement, je me suis Résister, hyper contrôle. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Quand je vous disais, il se shoot au contrôle et à la restriction, c'est exactement ça. Et là, il est tombé loin dans cette addiction. Et cette addiction, elle est tellement affreuse qu'elle est comme, en fait, des addictions à l'alcool ou à l'héroïne. Elle le sépare de ses relations, de son cercle social. Toutes les activités qui normalement lui procuraient du plaisir ne lui procurent plus de plaisir. Il développe des symptômes dépressifs qui sont liés clairement au fait que son métabolisme il est éclaté et que son fonctionnement hormonal il est éclaté, mais aussi que finalement le fait d'avoir atteint ces fameux objectifs qui lui étaient si précieux, il se rend bien compte que c'est une putain de désillusion, qu'en fait ça n'a pas du tout comblé le mal-être qu'il avait avec lui-même. Et finalement, de quoi on se rend compte? On se rend compte que cette addiction au contrôle, elle l'amène à changer sa personnalité. Je suis isolé socialement. Fini les sorties au restaurant, Voilà. le barbecue Isolement. entre potes et plus aucun cheat meal. C'était Correct. trop extrême, je te l'accorde. Mon rendu physique était épique avec la congestion. Mais en fait, ça ne peut pas être autre chose que extrême. Ça ne peut pas découler sur autre chose que extrême. Parce que soit, à un moment donné, il renonce et il repart dans ce qu'il appelait ses travers, c'est-à-dire compulsion, etc. Et il va de nouveau se reprendre en main, donc il repart dans une nouvelle phase de boucle. Soit il doit continuer. On ne peut pas ne pas être extrême. Il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, le problème c'est juste qu'il a voulu aller trop loin. Ça ne peut pas être autre chose. Tant qu'on est dans ce paradigme et dans cette logique, ça ne peut pas être. Pourquoi? Parce que plus vous diminuez vos calories, plus votre métabolisme s'écrase, plus vous êtes coincé. Là, il peut pas se dire « Ah non, mais en fait, c'est trop extrême, vas-y, je vais remanger. » Parce que s'il remange, qu'est-ce qui se passe? Son corps se remet à stocker du gras. Donc, il ne peut faire qu'une chose, c'est rester là où il est ou continuer à plonger et plonger. Donc, du regard externe, c'est facile de dire « Oui, mais il est trop con, il aurait dû s'arrêter. » On ne peut pas s'arrêter. C'est un cercle vicieux, physiologique, émotionnel, psychique. Et une bonne lumière. Mais le reste de la journée, je paraissais presque maigre en t-shirt. Et au départ, bien sûr, c'était pas comme ça. J'étais fier de voir mon corps se transformer, j'avais plus d'énergie, plus de vitalité, tout allait trop bien. Ma force était meilleure, mon La lune souffle de était miel. meilleur. Mais c'est quand j'ai voulu passer de sec à écorché que les vrais problèmes ont commencé à apparaître. Et ça a commencé avec la dysmorphophobie. Il est un peu compliqué ce mot. Mais derrière ce mot barbare se cache une définition plutôt simple dans laquelle beaucoup de go-muscu vont se reconnaître. En gros, c'est avoir une vision biaisée de son propre corps en faisant des fixettes sur des défauts imaginaires ou vraiment très minimes. Et en vrai, c'est super triste parce que t'es à ton prime physique, t'as littéralement la meilleure shape de ta vie, mais tu t'en rends même pas compte. They're always striving for perfection. Rather than seeing all their strengths, they see their flaws. And perhaps that's what makes a champion. But does it make them happy? Dans mon cas, je faisais des fixettes sur des zones où il restait un peu de gras comme le bas du dos, le ventre, au point où c'était carrément devenu inconscient. J'avais pris une nouvelle habitude quand je marchais. Au lieu de mettre mes mains dans mes poches ou juste à l'air libre, je mettais ma main sur mon ventre et je touchais le petit bout de peau qui me restait au-dessus des abdos pour voir s'il me restait du gras. Et ma technique, elle était complètement déjantée. En gros, à la palpation, quand tu touches ta peau, s'il y a une espèce de texture granuleuse, un petit peu comme du sable en dessous, c'est censé être du gras. Et si tu la sens pas, c'est que c'est juste de l'eau ou de la peau. Et mon objectif, c'était de plus sentir cette texture quand je touchais. Évidemment, tu t'en doutes, quand je touchais mon ventre, je continuais de sentir cette texture. Et Vous voyez, la plongée dans l'absurde, on est de nouveau dans le sous-marin avec les lanternes. Et en fait, vous voyez, vous savez, j'avais fait cette vidéo sur Johan Paps qui faisait la diète cétogène et puis qui faisait pipi sur des bandelettes pour bien vérifier qu'il était en état de cétose. Et puis on a eu Paolo avec ses outils et lui qui se palpe. Et je faisais exactement la même chose. En fait, on développe tous, après la balance et le reflet dans le miroir, plus on va loin dans cette addiction, plus, en fait, on développe des trucs de ouf. Des trucs de ouf par rapport au contrôle et par rapport aux facteurs externes qu'on va utiliser. Et c'est très exactement ce que l'on découvre, et je vais mettre le lien de la vidéo, dans l'expérience de famine du Minnesota, où ils avaient fait cette expérience sur des hommes qui étaient en bonne santé, qui allaient bien, etc. On les a mis en état de famine, et on les a vus. Ils n'avaient aucun intérêt à la base pour la nourriture, pour tout ça, mais développer des comportements chelous. Mais vraiment chelous par rapport à la nourriture. Du genre, aller
dans des restaurants, s'asseoir pour regarder les gens manger pendant des heures ou lire pendant des heures des livres de recettes. Alors même qu'à la base, ils s'en battaient de la nourriture, ça ne les intéressait pas. Et là, on voit qu'il a un d'aller là-dedans. Même quand ça diminuait, je calculais pas trop. Et puis c'est pas comme si j'étais super gras, j'étais à 10-12% de body fat maximum et je faisais des fixettes comme ça. J'étais devenu complètement matrixé. On est d'accord, c'est bizarre de faire ça quand même. Le comble, c'est que je devenais encore plus critique avec mon physique, encore plus que quand j'étais gras. Il y a que depuis peu, depuis que j'ai pris du recul, que je regarde les photos et que je me dis waouh, je me rendais pas compte que j'étais si sec. J'avais travaillé si dur pour ça pour au final ne même pas vraiment réaliser. Et là, t'es pas prêt, parce que je t'ai déjà évoqué des dingueries, mais ce qui arrive après, c'est encore bien pire, crois-moi. Déjà, en voulant descendre plus bas, tout ce que je t'ai cité, ça a été accentué. De base, je suis quelqu'un de plutôt chill, calme, posé, et là, je me reconnaissais plus du tout. En voulant descendre encore les calories, en rajoutant toujours plus de séances, plus de cardio, ça a eu un impact sur mes nerfs. Je m'énervais au volant, dans mes interactions sociales, j'étais beaucoup plus à fleur de peau, plus susceptible. Et c'est chiant parce que c'est un truc personnel à la base, ce délire de vouloir atteindre un objectif, d'avoir un but physique. Mais quand ça commence à impacter ton entourage, tes proches, les gens que t'aimes, c'est juste horrible. J'ai aussi eu des problèmes de sommeil. J'avais beau être épuisé physiquement et mentalement, j'avais énormément de mal à m'endormir. J'essayais de lutter contre cette sensation de faim, de l'oublier pour arriver à enfin trouver le sommeil. Parfois ça fonctionnait, parfois ça finissait en nuit blanche, où je m'occupais pour tout faire sauf penser à la bouffe. Et j'avoue, ça m'arrivait de craquer pour trouver le sommeil. De me lever, de manger un bol de flocons d'avoine avec de la whey et du lait et de l'engloutir et de m'endormir juste après. Et même ça me faisait culpabiliser parce que je me disais que j'avais pas suivi le plan, que j'avais tout gâché. J'ai fait de la merde. Vous voyez ? Tout ce qu'il est en train de décrire ici, les impacts sur le sommeil, la sociabilité, son tempérament, tout ça, c'est exactement pareil que pour l'alcoolisme. En fait, les critères qu'on va utiliser, que les professionnels de la santé vont utiliser pour en fait évaluer une addiction à l'alcool, c'est l'impact sur son environnement, c'est l'impact sur ses relations et c'est l'impact sur sa personnalité, ses émotions, etc. C'est-à-dire que les gens qui vont tomber dans l'alcoolisme vont justement devenir colériques, avoir des difficultés avec la gestion des émotions, du stress, etc., des troubles du sommeil, des symptômes physiques. Toutes ces choses-là, on va les mettre bout à bout et on va pouvoir dire que cette personne souffre d'une addiction à l'alcool et on va pouvoir évaluer aussi la gravité de cette addiction. Et on voit que là, par rapport au contrôle, c'est exactement la même chose. Et qu'après ça, on ne me parle plus jamais d'addiction au sucre ou à la nourriture. Parce que là, c'est plus possible de parler de ça. Ce n'est plus possible de parler de ça. Et pourquoi personne parle de cette addiction au contrôle ? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que le mal de notre décennie, de notre génération, c'est cette putain d'autodiscipline et cette volonté de contrôle et de restriction ? C'est ça le problème. Et c'est ça la vraie modernité. C'est-à-dire qu'on nous dit oui, mais en fait, la nourriture palatable, c'est pas... Non, on cuisine depuis des siècles, on cuisine depuis des millénaires. L'apparition du feu nous a fait transformer les aliments par le processus de la cuisson. Donc, notre corps est tout à fait adapté au fait qu'on transforme les aliments avant de les consommer. Sinon, allez croquer les carottes dans la terre directement. Ce qui n'est pas du tout naturel et ce qui est complètement moderne, c'est la restriction calorique. Ça, c'est tout à fait récent. Tout à fait récent. Ça fait quelques décennies seulement qu'on a mis ça à la mode. Et on est seulement maintenant de comprendre finalement l'horreur de cela. Et je l'ai dit et je refais cette prédiction. Peut-être que dans quelques décennies on écoutera et on dira que ça c'est... En fait, les régimes, la restriction calorique est à notre temps ce que les saignées sont à l'époque du Moyen-Âge. Vous savez, au Moyen-Âge, on croyait à la théorie des humeurs et on faisait des saignées aux gens dès qu'ils étaient malades et affaiblis parce qu'on croyait que le fait de les faire saigner allait permettre de recréer un équilibre des humeurs et donc de les soigner, de les guérir. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement une ineptie et même que c'est dangereux et que probablement ça a fait mourir beaucoup de gens. La restriction calorique, c'est exactement la même chose. C'est un truc moyenâgeux dont on ne prend pas encore l'ampleur. C'est vraiment toxique. Et bien sûr, c'est normal de ressentir la faim, d'avoir des baisses de performance à la salle. Tout ça, c'est plutôt attendu quand tu fais une séance. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ça passe d'inconvénients mineurs à des problèmes majeurs qui impactent toute ta qualité de vie. Et en parlant de qualité de vie, il y a un aspect de celle-ci qui a bien été impacté. La libido.
C'est simple, ma libido n'était plus là. Certainement lié à une baisse de testostérone, puisque plutôt que de chercher la reproduction, ton corps veut juste survivre. Manger de la nourriture. survie. L'érection matinale était inexistante. Et à la place, quand je sortais du lit en mode zombie, je salivais déjà à l'idée de prendre mon petit déjeuner. La libido, c'est déjà du très sérieux, mais il y a tout ce qui va avec une testostérone en chute libre. Moins de volonté d'agir, moins un esprit d'action, d'être conquérant, quoi. Là, il faut oublier Napoléon, la volonté de puissance. Non, tout ça, c'est fini. Je ressemblais plutôt à un PNJ en pilote automatique. Avec ça, j'ai expérimenté des périodes de brouillard mental qui sont assez difficiles à décrire, mais c'est des périodes où tu penses pas clairement, tu te poses des questions existentielles. C'est vraiment spécial. Et j'en suis venu à me demander comment certaines personnes arrivent à garder un physique découpé toute l'année. Et je me suis vite rendu compte qu'on n'est pas tous égaux. Liberté, égalité, fraternité. Pour l'égalité et la perte de gras, on repassera. La génétique a un impact, évidemment, sur à quoi on ressemble. C'est-à-dire la longueur de nos muscles, de nos insertions, de nos os, de nos articulations, de notre peau, de toutes ces choses. Donc la génétique a un impact. Mais cette histoire d'endomorphe, ectomorphe, blablabla, blablabla, tout cela, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une justification ou une manière de se mettre dans des cases et de se donner des bonnes excuses. En réalité, le facteur le plus important sur notre métabolisme et le facteur dont personne ne parle, personne dans la musculation, personne ne parle de ça, et c'est le facteur déterminant sur lequel on a le plus d'impact, c'est la qualité de notre relation à la nourriture. Les gens qui ont un taux de masse grasse stable et bas sont des gens qui ont une bonne relation, une relation normale à la nourriture. C'est tout. Quoi, et qui a un physique athlétique. Gasoil, c'est un mec qui est musclé, naturellement. Il a jamais rien fait, il a jamais fait de sport, il a jamais fait de diète ou quoi. Le mec, il est comme ça. Je comprends pas, frérot. Ouais, même moi, je comprends pas. Mais quel que soit ton morphotype, il sera toujours possible d'atteindre ton objectif physique. Mais ce qui est facile pour certains sera un vrai enfer pour d'autres. Et c'est super bien illustré par la théorie du body fat set point. En gros, il faut voir ton pourcentage de masse grasse comme une fourchette, qui varie en fonction des individus. Et ta zone de confort dans laquelle tu te sens bien, ton corps fonctionne. Et si tu descends en dessous du seuil minimal, tu vas ressentir de grandes sensations de faim. Et plus tu descends, plus tu t'exposes aux symptômes que je t'ai énoncés juste avant. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu montes trop haut en body fat, tu auras aussi des dérèglements. Maintenant, il est temps que je te parle de la chose qui m'a le plus chamboulé, honnêtement. Parce que je sais que c'est comme une ombre qui peut me suivre, même après cette période de sèche. J'ai longtemps été dans le déni par rapport à ça, mais je suis tombé sur une vidéo et ça m'a ouvert les yeux. Ce sujet, c'est les TCA, soit les troubles du comportement alimentaire pour... Eh bah alors, mais qui c'est qu'on retrouve? C'est notre ami Paolo. Pour ceux qui n'ont pas compris la ref, j'ai fait une vidéo réaction sur cette vidéo de Paolo. Donc là, pour résumer, je fais une vidéo réaction sur la vidéo réaction de la personne qui réagit à la vidéo à laquelle j'ai réagi. L'orthorexie, le binge eating, etc. En gros, c'est avoir un rapport éclaté avec la nourriture. Dans le monde, il y a ceux pour qui la nourriture, c'est juste un moyen de donner de l'énergie à son corps pour vivre, et il y a ceux pour qui c'est une obsession quotidienne. Toute leur journée tourne autour de ça, la nourriture. Je me suis carrément reconnu dans tout ce qu'il décrivait. Les crises d'hyperphagie, de boulimie avec des comportements compensatoires, comme augmenter mon cardio ou jeûner pendant 24 heures, tout ça je l'ai fait. Je pensais tout le temps à la bouffe et c'était pas le cas avant que j'entame ma transformation physique. Ça m'a rappelé des vieux démons que j'avais enterrés et qui, comme beaucoup de choses en psychologie, proviennent de l'enfance. Et encore du pain. Et voilà, le pain. Ce qui a déclenché tout ça chez moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à bannir des aliments de ma diète. Les pâtes, le lait. Pour ceux qui ont des intolérances, c'est complètement compréhensible. Mais moi, c'est pas mon cas, je digère plutôt bien ces choses-là. À partir du moment où j'ai supprimé ces aliments, ça avait fait germer l'envie de surpasser l'interdit dans mon crâne. C'est bien connu, l'interdit nous attire. Chaque jour passé sans consommer ces aliments faisait grandir mon envie coupable de les dévorer petit à petit. Puis j'ai craqué. C'est du marketing, hein. Plus c'est rare, plus c'est précieux. Plus c'est précieux, plus ça donne envie. Donc à partir du moment, moi à chaque fois qu'on me dit « Ah oui, non mais moi j'ai vraiment un problème avec le sucre, je suis tellement attiré par le sucré, c'est pour ça qu'il faut surtout pas que j'en ai dans mes placards. » C'est parce que tu n'en as pas dans tes placards que c'est aussi excitant. Je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de tous avoir des produits palatables, sucrés, etc. dans son placard. Je suis juste en train de dire que ceux qui provoquent l'excitation par rapport à ces aliments, c'est leur privation. Et comment je le sais ? Je le sais de la vidéo, je mets le lien ici, que j'ai faite
pendant laquelle j'ai fait une diète inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 48 heures, je n'ai mangé que des donuts. Je n'avais pas le droit aux légumes. Je n'avais pas le droit aux aliments additifs. Je n'avais le droit à rien d'autre que des donuts. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? Que le problème, c'était pas que j'étais excité par le sucre ou par le gras. En fait, à ce moment-là, j'étais excité par des aliments type salade, légumes, viande, protéines. Quand j'étais obligé de manger. Donc on est toujours excité par ce que l'on s'interdit. Et donc, pourquoi ne pas sortir de l'interdit complètement, totalement? Je viens de craquer à l'instant sur ma diète, là je te fais cette vidéo à chaud juste après coup. Au départ c'était modeste et sur des aliments simples, puis après ça devenait de plus en plus fréquent et c'était littéralement incontrôlable. C'est comme si mon cerveau s'éteignait et que mon corps faisait ce qu'il voulait sans que j'ai mon mot à dire. En rentrant du taf j'ai faim, une faim genre incontrôlable. D'habitude j'arrive à me raisonner, j'arrive à avoir la discipline, mais là j'ai complètement craqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fini tous les muesli que j'avais qui restaient. D'un côté c'est compréhensible parce que j'avais été en restriction calorique pendant une longue période, mais d'un autre côté je savais que c'était un jeu dangereux et que j'étais vraiment sur le fil du rasoir. Et après avoir réduit le glucide, logiquement c'est ce dont j'avais le plus envie. Dans ces moments-là je mangeais tout ce qui se trouvait sur mon passage. Il fallait juste 2 conditions. Que ce soit facile et sucré. Il n'était pas question de manger du salé, ni de cuisiner, non. Il me fallait quelque chose de prêt en 30 secondes. J'ai jeté mon dévolu sur des céréales. Je me faisais des bols entiers remplis jusqu'à ras-bord, je les mangeais en moins 3 minutes et c'était reparti pour un bol. D'habitude, mes crises de boulimie se passaient à l'abri des regards, quand j'étais seul, parce que j'avais honte et la dernière chose que je voulais c'était être vu ou entendu. Mais j'en ai eu une en public où je révélais cette partie de moi au grand jour. Après avoir sorti ma vidéo transformation, j'ai décidé d'aller fêter ça au restaurant avec ma copine. Et c'était pas n'importe quel restaurant, c'était un restaurant à volonté. Donc là, le cadre me permettait de me goinfrer sans culpabiliser. Après tout, je fêtais 1 an d'effort et la sortie de ma plus grosse vidéo jusqu'à présent. J'ai englouti une première assiette de sushi, ensuite je suis passé au plat chaud, encore une assiette de sushi, etc. Puis les desserts. Je suis ressorti du restaurant ballonné comme jamais et ça avait clairement dépassé le plaisir puisque je m'étais juste goinfré. J'ai passé l'après-midi à rien faire puisque toute l'énergie de mon corps était utilisée pour digérer les 7 assiettes que je venais d'avaler. La sensation de trop plein après est juste horrible. J'étais léthargique et je sentais l'acidité dans mon tube digestif qui était pas habitué à recevoir autant de nourriture d'un coup. Et honnêtement ça m'a fait mal parce que j'ai bafoué une valeur qui me tient particulièrement à cœur, c'est la modération. Être capable de ça. Non, pas ça. La modération. Douglas, sérieusement, tu penses que c'est là que tu as manqué de modération? Non. Après avoir vécu l'année de restrictions et de famine que tu viens de t'infliger, crois-moi, cette assiette dans un restaurant à volonté, c'est tout à fait modéré. Très modéré. Ce qui manque de modération, c'est la violence que tu t'es infligée. C'est là que ça manque de modération. La modération, c'est un des mots comme sain, naturel, modéré, équilibré. Tous ces mots qui ont été pervertis par la culture des régimes et des diètes. Et que aujourd'hui, lorsque je les entends, me fait sauter au plafond, comme vous pouvez le voir. Non, tu n'as pas manqué de modération. Tu avais le droit de manger ça. Et on le voit bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il le dit, le fait d'avoir sorti cette vidéo et de m'être sacrifié pendant une année, ça m'a bien donné le droit d'aller manger au restaurant. Donc on comprend qu'en fait, aller manger au restaurant à volonté, en fait la nourriture plaisir devient une récompense qu'il faut mériter. Mais on n'a pas besoin de mériter la nourriture. On a le droit de manger sans avoir rien fait. On a le droit de se réveiller, d'avoir faim et de manger. Parce que c'est un besoin de base, un besoin physiologique. On n'a pas besoin de mériter la nourriture. La nourriture est ok et autorisée tout le temps. Savoir dire stop, de pas tomber dans l'excès. Avec tout ce que je viens de te dire, j'étais certainement démotivé à essayer de perdre du poids et c'est pas du tout mon but. Je veux juste informer de la manière la plus transparente possible. Ça devrait. Ce que j'ai fait, ce que j'en ai appris pour que tu évites d'aller trop loin et que tu en subisses les conséquences comme je l'ai fait. La clé, c'est de trouver la zone dans laquelle tu te sens bien. Pour certaines personnes, ce sera 15% de body fat, pour d'autres 12, pour d'autres 20, on est tous différents. À moins que tu prépares une compétition de bodybuilding, je te recommande. Il a rien compris. Il a rien compris. Pourquoi est-ce que toute la vidéo, on se tient les coudes et on se dit, il a compris, il a compris, il a compris. Mais il n'a pas compris.
recommande vraiment pas de descendre trop bas. Les sacrifices n'en valent pas la peine. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de découvrir des parties de son corps qu'on n'avait jamais découvert avant. Tu vas découvrir de nouvelles veines qui vont apparaître sur tes biceps, sur ton ventre, et c'est super satisfaisant. Mais la santé est le plus important. À quoi bon avoir des veines sur le ventre si au final tout le reste de ta vie est complètement fucked up? Tu devrais viser quelque chose de sain, sans tomber dans les extrêmes. Même des bodybuilders sous stéroïdes ne gardent pas un physique écorché toute l'année. Alors pour quelqu'un de naturel et sans prédisposition génétique avantageuse, ça vaut pas le coup de maintenir cette condition. Pour ma part, j'arrête ma sèche. Et honnêtement, ça me gêne parce que j'ai l'impression d'avoir rompu ma parole. Mais j'ai fait le choix de privilégier ma santé à ma masculinité toxique. Condition physique. Après tout, j'ai déjà atteint un résultat dont je suis vraiment fier. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a ouvert les yeux là-dessus, donc vraiment merci beaucoup à toi. Ça m'a permis d'avoir un vrai déclic et d'être un minimum objectif envers moi-même. Cette décision m'a demandé beaucoup d'introspection et surtout une question simple mais tellement profonde, la question du pourquoi. Pourquoi je voulais aller plus loin que ça? La réponse que j'ai trouvée, c'est que je cherchais la perfection. Sauf que je t'apprends rien, mais la perfection n'existe pas. J'étais tellement focalisé sur les derniers kilos que je voulais perdre que j'en ai négligé le chemin parcouru. Au lieu d'être fier de moi, du résultat, des épreuves que j'ai traversées, j'étais obsédé par la suite et j'en voulais toujours plus. Je regrette pas ce que j'ai traversé parce que ça m'a pris énormément de choses. Il y a des choses que j'aurais fait différemment, comme inclure 1 ou 2 semaines de refeed où je sors du déficit calorique pour manger à maintenance, principalement pour aider au niveau du mental. J'en ai pas fait parce que je voyais ça comme une perte de temps, mais j'avais tout faux. Maintenant, je vise à un meilleur équilibre global. Je réapprends à m'alimenter correctement, sans mettre les aliments dans des cases. J'apprends aussi à mieux cuisiner, et découvrir des nouvelles recettes m'aide beaucoup pour ça. Je me suis rendu compte que c'est pas la quantité de veines sur mon ventre qui allait me rendre plus heureux. Je reprends aussi goût à m'entraîner. Après des mois de stagnation, ça fait plaisir d'enfin revoir les charges monter. J'arrête ma sèche et est-ce que ça veut dire que je vais repartir sur une grosse prise de masse en mode dirty bulk bien dégueulasse? Non, je veux juste me maintenir là où je me sens bien. Ça veut certainement dire reprendre du poids et c'est ok. Ces derniers temps, j'ai voulu tout faire à la fois et ça m'a causé beaucoup de stress. Et l'impression d'avancer un tout petit peu partout sans aller à fond dans une direction. Comment il est en relation avec lui-même, comment il est en relation avec ses émotions, avec ses besoins et avec ses limites. Et là, en l'occurrence, ce qu'il fait dans son déni, c'est contenir sa conclusion à dire « Oui, non, mais vous avez le droit de perdre du poids, et vous pouvez avoir envie de perdre du poids, et vous pouvez faire la même chose que moi, mais n'allez pas trop loin. » On a vu tout à l'heure pourquoi c'était une ineptie, et pourquoi on doit toujours aller plus loin lorsqu'on est lancé dans ce paradigme-là et dans ce cercle vicieux-là. Et d'ailleurs, il ne pourra pas sortir de ce cercle vicieux-là comme ça. Là, ce qu'il annonce, mais c'est pas la fin de l'histoire, pas du tout. Là, ce qu'il annonce, c'est bon, bah, je vais amener de la flexibilité, je vais arrêter de classer les aliments comme bien ou mal, ok, intéressant comme piste, etc. Mais en fait, il reste dans le même paradigme de contrôle, de restriction, de performance, etc. Mais son corps va le rattraper. Parce que là, s'il croit que juste il va revenir à l'équilibre et que ça va être ok. Non, il a éclaté, il le sait, il a éclaté son métabolisme. Dès qu'il va se remettre à manger normalement, il va reprendre beaucoup plus de poids que ce qu'il a imaginé. Peut-être tout le poids dont il a perdu, peut-être qu'il va disparaître des radars, qu'on n'entendra plus parler. C'est vraiment pas ce que je souhaite. Et vraiment, 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 Douglas, si tu as à m'écouter là, je suis à ta disposition. Je suis passé par là et tu peux t'en sortir complètement. Si c'est le cas, vraiment, rentre en contact avec moi. Je serai honoré et heureux et ravi qu'on puisse discuter ensemble, faire le point ensemble et peut-être faire ce travail ensemble de pacification alimentaire, non pas pour amener un peu de mieux-être, calmer un petit peu le mal-être, mais pour radicalement sortir de ce caca dans lequel malheureusement tu t'es mis, de sortir radicalement de ce paradigme et de rentrer dans un paradigme où tu ne vas pas au sport pour changer ton corps, mais où tu vas au sport parce que tu aimes ton corps et parce que tu prends soin de ton corps. Et il ne suffit pas juste de le décréter intellectuellement, il faut vivre le process à fond. Et là malheureusement, ton corps ne va pas te laisser juste « Ah oui ok, vas-y viens, on revient vers un peu d'équilibre ». Non, non, non. Ton corps, il veut récupérer tout ce dont tu l'as privé. Ton corps, il va continuer d'avoir très faim, extrêmement faim, pendant très longtemps, et peut-être pendant toujours, si tu n'acceptes pas d'aller dans un processus radical, profond, viscéral, de pacification alimentaire. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, et que vous êtes en train de nous écouter, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce type de conflit avec la nourriture, avec le corps. Et peut-être que vous pensez que vous êtes condamné à rester là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Vous avez la possibilité de prendre un bilan personnalisé offert. Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur le premier lien en commentaire en description, choisir un créneau horaire durant lequel on va se rencontrer de vive voix et faire le point sur votre situation et surtout donner des directions dans lesquelles vous allez pouvoir évoluer, aller pour redevenir un mangeur, une mangeuse normale, en paix, serein et s'intéresser à la racine,
aux vraies problématiques, qui ne sont ni le corps ni la nourriture, puisque le corps et la nourriture ne sont que des symptômes du mal-être. Ce que je vous propose, c'est d'aller travailler sur les racines de ce mal-être. Et vous verrez qu'une fois que ce travail a été fait, plus jamais de votre existence, le corps et la nourriture ne seront une question. Tout ça sera simplement naturel, intuitif, serein, confortable. C'est vraiment ce que je vous propose de faire. Et si vous avez envie de voir les résultats de la pacification alimentaire, vous avez sur cette chaîne YouTube la playlist qui parle des témoignages des personnes que j'ai accompagnées et qui parlent de la transformation qu'elles ont eue, non pas sur leur physique qui est la phase émergée de l'iceberg, mais qui est sur l'ensemble de leur vie, de leur être, de leur bonheur, de leur bien-être. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous invite aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et en général des réflexions que j'amène ici sur cette chaîne. Dans tous les cas, moi je me réjouis de vous lire. Et puis si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Douglas, merci encore pour la magnificence de ton témoignage sur cette chaîne YouTube. Je nous souhaite de nous rencontrer, de nous parler. Et je te dis, j'espère, à bientôt. Et à toutes et tous, à très vite au prochain épisode. Au revoir.